Et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, l'accident de Louis Thomas. Mais où sont les fées d'antan, les bonnes fées de notre enfance? Sans doute en reste-t-il quelques-unes par-ci, par-là, mais avouez qu'elles se font rares, les bonnes fées, très rares. Aussi, quand on est une femme jeune et jolie, mais pauvre, il ne faut pas compter sur les fées pour transformer une citrouille en jaguar, histoire de rencontrer, à défaut d'un prince, un jeune cadre charmant dans quelques soirées dansantes. Eh oui, aujourd'hui, on ne peut plus compter que sur soi et sur ses charmes, bien évidemment. C'est d'ailleurs ce que pense Évangéline, la jeune, la belle, la sculpturale, l'intelligente Évangéline, qui a ce qu'il est convenu d'appeler du caractère, du sex appeal, mais pas un centime en banque. Tandis que lui... Remarquez, lui, il n'est plus très jeune, il n'est pas très beau, plutôt quelconque même, et affligé en plus d'une timidité maladive, mais il est l'unique rejeton d'un vieux papa veuf depuis une dizaine d'années. Évangéline, elle, a toujours aimé l'argent. Lui, ça ne l'a jamais vraiment intéressé. Évangéline est dactylo dans la plus importante entreprise de travaux publics du département. Lui, Édouard, c'est son nom, est le fils du patron. Aussi est-il advenu ce qui devait advenir, n'est-ce pas? Dès qu'Évangéline a vu Édouard, elle a flairé la bonne affaire. Dès qu'Édouard a rencontré Évangéline, il en est tombé amoureux le plus naturellement du monde. Remarquez, elle a tout fait pour Évangéline. Et quand je dis tout, c'est tout. Non mais, franchement, tout. D'ailleurs, quand on la connaît un peu, Évangéline, on ne peut pas dire qu'il s'agit là d'une prouesse. D'autant que dans le genre naïf, Édouard, il se pose un peu là. Éperdument amoureux, l'Édouard, à en perdre l'appétit, le sommeil et le bourrelet de graisse qui a toujours empêché le sommet de sa cravate de rejoindre la boucle de sa ceinture. Après quelques séances chez son couturier et quelques semaines d'une cour maladroite, Édouard a rassemblé tout son courage pour faire sa déclaration à Évangéline. Cet épisode, pour lui crucial, s'est bien entendu déroulé dans un des meilleurs restaurants du département. Et Dieu sait qu'on mange bien en Bourgogne. Restaurant, du reste, dont le papa d'Édouard est le principal actionnaire. Oui, autant rester en famille, n'est-ce pas? Quand Évangéline a vu Édouard, de plus en plus congestionné, lever la main pour commander un 6e pouce-café, elle a failli éclater de rire, se demandant si cette déclaration était pour aujourd'hui ou pour demain. C'est alors qu'Édouard s'est jeté à l'eau. Évangéline, Évangéline, oui, Édouard, Évangéline, je vous aime. Elle a baissé les yeux, surtout pour qu'il ne voie pas l'étincelle de triomphe qui brillait. Édouard, que me dites-vous là? La vérité vraie, Évangéline, je vous aime. Et timidement, maladroitement, mais du fond de son cœur, Édouard posa un baiser sur la jolie petite main d'Évangéline. Ils terminèrent la soirée dans une auberge aussi discrète que luxueuse à quelques kilomètres de là. Une semaine plus tard, Édouard propose à Évangéline de l'épouser malgré la menace paternelle de le déshériter. Comme de juste, Évangéline lui suggère de ne rien brusquer. Aussi, Édouard se résigne-t-il à mettre une sourdine à ses velléités d'indépendance. Ce n'est que 2 ans plus tard que le mariage a enfin lieu. En fait, après que le papa ait eu la bonne idée de tirer sa révérence sur un infarctus des familles.
Évangéline quitte donc sa modeste place de dactylo pour celle de Madame Édouard Méréville et, comme il se doit, exige, comme cadeau de noces, une superbe propriété située hors de la ville. Quant à Édouard, il quitte son statut de fils à papa pour celui de chef d'entreprise. Oh, c'est terrible, ça, terrible, quand rien ne vous y a préparé. Ce n'est pas parce qu'il a été jusqu'ici le fils du patron qu'il a acquis la compétence nécessaire à la direction d'une telle entreprise, tant s'en faut. De gros type pâteau et timide, Édouard est devenu un gros type pâteau, timide et soucieux. Ce qui n'arrange rien dans le couple. En effet, Évangéline accepte mal une existence monotone en compagnie de cet Édouard qu'elle a fini par mépriser chaque jour et chaque nuit davantage. De plus, Édouard n'a vraiment aucun sens des affaires. C'est ainsi que l'entreprise familiale, à l'instar du couple, commence à battre sérieusement de l'aile. Oh, pas de façon spectaculaire, non, mais d'affaires ratées en affaires ratées, de mauvais investissements, mauvaise gestion. Le jour arrive où il faut regarder les choses en face. Édouard n'a vraiment rien du chevalier d'industrie, et si ça continue, la faillite est à prévoir. Un soir, Édouard se résout à en parler à Évangéline. Évangéline lui fait une scène terrible. Il n'est pas question qu'elle change quoi que ce soit à son train de vie. Il n'en est pas question. Pas question non plus de renoncer à tous ses plaisirs, coûteux certes, mais dont il est indispensable qu'elle s'entoure. Et il n'est surtout pas question de se séparer de Victor. Victor, le factotum de la propriété Méréville, un beau et solide gaillard dans la force de l'âge, lui. Mais comme vous l'avez certainement deviné, Évangéline est la maîtresse du dit Victor, sans qu'Édouard, bien entendu, ne se doute de quoi que ce soit. Trop amoureux de son Évangéline pour s'apercevoir de ce qui se passe autour de lui. Les choses en sont là, en cette fin janvier, où, comme chaque fin de mois, Édouard s'en va dîner chez une vieille parente à héritage à l'autre bout du département, et chez laquelle il passe en général la nuit. S'il est vrai que les bonnes fées se font de plus en plus rares, les mauvaises fées, en revanche, continuent allègrement à nous jouer de vilains tours, comme vous allez le voir dans quelques instants. En ce froid matin de janvier, donc, comme d'habitude, Victor regagne son pavillon à l'aube, tandis qu'Évangéline s'endort, lasse, rassasiée, heureuse. Le carillon de la porte d'entrée la réveille en sursaut. Oh, déjà ce crétin d'Édouard, est-ce qu'il a en plus oublié ses clés? Le carillon teinte de plus en plus. Oh, l'imbécile d'Édouard! Il va m'entendre celui-là me réveiller à l'aube. Évangéline passe son peignoir de soie sauvage et va ouvrir. Tiens, ce n'est pas cette andouille d'Édouard. Sur le seuil se tient un quinquagénaire qu'un Victor cérémonieux, un peu trop cérémonieux d'ailleurs, a accompagné depuis le portail. « Bonjour, madame, je suis l'inspecteur Mermet », fait l'homme en exhibant une carte barrée d'une bande tricolore. « Oh, un inspecteur de police !»« Ouh là là !» Obnubilé par les difficultés financières de l'entreprise, Évangéline envisage d'abord la faillite. Et pas n'importe quelle faillite, hélas, la pire, la frauduleuse, qui non seulement les ruinerait, mais dans laquelle cet incapable d'Édouard se serait compromis au point que la police... « Monsieur Méréville a eu un accident, madame. »« Quoi? Un accident? »« Oui, madame, un accident de voiture, très grave. » Oui, en fait, Édouard Méréville est mort. Eh oui. En se rendant chez sa tante, il a raté un virage et sa voiture a plongé dans le marais bordant la route. Oui, monsieur l'inspecteur, il est parti directement d'ici.
Dans le salon où ils se sont installés, Évangeline s'efforce d'adopter un air de circonstance. Quelle heure était-il, madame? Entre 18 et 19 heures, inspecteur. Enfin, plus près de 19 heures, d'ailleurs. Il tombait une petite pluie fine et glacée. Ah, oui. Et, il est parti seul, madame? Naturellement, inspecteur. Pourquoi cette question? Oh, la routine, madame, la routine. Il ne devait pas non plus prendre quelqu'un en route? Non, je ne pense pas, inspecteur. Je suis même sûr du contraire. Étant donné le mauvais temps, il a d'abord décidé de remettre sa visite à plus tard. Et puis, il a changé d'avis au dernier moment. Oh, pauvre Édouard. Oui, en vérité, c'est Évangeline qui l'avait fait changer d'avis. Et oui, pourquoi se priver de cette petite fête qu'elle s'est promise avec le beau, le vigoureux Victor, n'est-ce pas? La nuit, la pluie, la route secondaire déserte, tout contribue à expliquer que l'accident n'ait été découvert qu'au petit matin par 2 chasseurs. Le corps de monsieur votre mari sera à votre disposition, madame, sitôt après l'autopsie. L'autopsie, inspecteur? Mais pourquoi donc? La routine, madame, toujours la routine, voyez-vous. À défaut de témoins oculaires, l'autopsie confirmera dans la mesure du possible qu'il s'agit bien d'un accident. C'est une formalité pénible pour les familles, je vous l'accorde, madame, mais formalité qui s'impose, n'est-ce pas? J'ai bien l'honneur de vous saluer, madame. L'inspecteur prend congé d'Évangeline après lui avoir fixé rendez-vous pour 15 heures à la morgue. Une fois seule, Évangeline laisse enfin éclater sa joie. Je suis riche, libre et riche. Et Victor, qui, après avoir reconduit l'inspecteur, est revenu, est quand même un peu choqué par cet excès d'optimisme. Oui, libre, sans doute, riche, c'est à voir, Évangeline. L'entreprise est au bord de la faillite et... je me fous de l'entreprise, Victor. Viens voir. Elle l'entraîne vers le bureau du défunt et fouille dans un tiroir. Victor, lis ce contrat d'assurance vie. Lis-le. Waouh! 10 millions de nouveaux francs! Évangeline, tu vas toucher 1 milliard ancien. Oui, Victor. Plus cette propriété qui en vaut presque autant et qui est à mon nom. Le souffle coupé par l'émotion, Victor va se servir un remontant bien tassé. Oui, déjà, sans s'en rendre compte, il prend des habitudes de maître de maison. La lettre arrive le lendemain par le courrier du matin. C'est un Victor pâle et tremblant qui tend la lettre à Évangeline. Évangeline, la lettre, elle est pour toi. Tu vois, regarde, Madame Veuve Méréville. Et c'est l'écriture de ton mari. Il a raison, Victor. C'est l'écriture de son mari. Évangeline déchire fébrilement l'enveloppe et déplie la feuille qu'elle contient. Aucune contestation possible. Le texte et l'écriture sont de la main d'Édouard. Ma chérie, ma grande chérie, quand tu recevras cette lettre, je serai mort. Je t'écris dans la voiture garée non loin de chez nous. Un sursis que je m'accorde avant de mettre à exécution le projet que je mûris depuis que je sais le dépôt de bilan inéluctable. Je glisserai la lettre dans une boîte en traversant la ville et, comme il n'y a plus de levée postale, tu le recevras après-demain. Tout à l'heure, j'aurai un accident mortel, du moins pour tout le monde. Tu toucheras ainsi le montant de l'assurance vie. Je devrais avoir le courage de ne pas t'écrire, mais c'est plus fort que moi, Évangeline. Je veux que tu saches que je t'aime, que je t'ai aimé plus que ma vie. Adieu, ma chérie, adieu, mon amour. Je meurs sans regret, puisque c'est pour ton bonheur. Ton Édouard. Post-scriptum, ne montre cette lettre à personne. Brûle-la, car le suicide annulerait l'assurance vie. L'inspecteur Mermet revient en fin d'après-midi. Victor le fait entrer, tandis qu'Évangeline parle au téléphone avec le notaire. En effet, elle a découvert, en classant des papiers, qu'un certain document lui donnait droit, en plus de l'assurance vie, à une sorte de capital d'essai non négligeable.
Les deux hommes semblent en excellents termes lorsqu'Évangeline les rejoint dans le grand salon. Évangeline, l'inspecteur est au courant pour toi et moi, déclare Victor. Oui, non, j'ai pas cherché à nier, j'ai tout dit. Oh, vous auriez eu tort de nier, chère madame. Je dispose de sources irréfutables. Dites-moi, votre mari était-il au courant de cette liaison? Oh, bien évidemment non, inspecteur. D'autre part, puisque nous en sommes au chapitre de la franchise, autant que vous sachiez qu'Édouard avait souscrit une assurance vie de 10 millions de francs. Lourd, naturellement. Plus un capital d'essai dont je viens d'apprendre l'existence. Mais tout cela relève de ma vie privée, n'est-ce pas, inspecteur? Tout à fait d'accord, madame. Et votre franchise vous honore. Si vous le permettez, nous allons continuer dans ce sens. Ce matin, voyez-vous, j'ai eu les résultats de l'autopsie. C'est ainsi que j'ai appris que, moins d'une heure avant sa mort, M. Édouard Méréville avait absorbé un puissant somnifère à base d'opium. Ce qui prouve... L'inspecteur laisse sa phrase en suspens. Victor et Évangeline échangent un regard éloquent. Si Édouard a eu le courage de se tuer, il n'a pas eu celui de souffrir. Ce qui prouve la préméditation dans le crime, madame. Un crime? Mais voyons, c'est insensé, inspecteur. Mais qui en serait l'auteur? Les auteurs, madame, les auteurs. Mais dans ce cas précis, les auteurs ne peuvent être que ceux à qui le crime profite. Mais enfin, inspecteur, c'est insensé. Nous n'avons pas bougé d'ici, Victor et moi. Sans témoin, naturellement, madame, n'est-ce pas? Sans témoin. Quant au somnifère, vous n'étiez pas au courant, comme de bien entendu. Que voulez-vous insinuer, inspecteur? Eh bien, ma foi, madame, j'insinue que vous auriez très bien pu lui administrer à son insu avant son départ. Victor n'en peut plus. Évangeline, montre-lui la lettre, la lettre. La lettre, Victor. Mais je l'ai brûlée, la lettre. N'était-ce pas sa dernière volonté que je brûle la lettre? De quelle lettre s'agit-il, madame? Victor prend aussitôt la parole. Une lettre, inspecteur, une lettre que M. Édouard a écrite et postée ce soir-là. Une lettre où il explique son suicide à Madame Méréville. Et pourquoi aurait-il demandé qu'on la brûlât, cette lettre? À cause de l'assurance vie, inspecteur. L'assurance vie ne marche pas en cas de suicide, voyez? L'inspecteur garde le silence pendant un très long moment. Puis, en se levant, il pose la question. Madame, connaissez-vous un médium? Un médium, inspecteur? Un médium? Mais pourquoi faire? Parce que la seule personne qui pourrait prouver votre innocence serait M. Méréville, madame. Or, comme il n'est plus de ce monde... L'ennui, voyez-vous, madame, c'est qu'un tel procédé ne fait pas partie des investigations policières. Aussi, à défaut de faire tourner une table, je vous demanderai de me suivre, chère petite madame. De me suivre pour vous mettre à table, comme on dit. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, l'accident de Louis Thomas.